Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3512 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 15 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Zinchenko, donc l'arrière gauche de Nottingham Forest, ancien joueur d'Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur ukrainien. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut avoir également un autre arrière gauche, Alex Telles. Maintenant il joue du côté de Botafogo, mais à l'époque il jouait par exemple du côté du FC Porto. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, Alex Telles. Jess Lingard, milieu offensif. Maintenant il joue du côté du championnat chinois, je crois, à Shanghai. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, l'ancien joueur de Manchester United par exemple. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant, comme chaque lundi, de tout ce qui s'est passé sur le week-end précédent. Et on commence comme chaque lundi avec la France, la Ligue 1. Et le dernier match qui s'est joué hier, c'était au stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Deux équipes qui ont joué la semaine dernière en Ligue des Champions. Les deux équipes se sont imposées. Elles se sont affrontées et c'est Marseille qui s'est imposé 1-0 hier soir grâce à Mason Greenwood, buteur en toute fin de match à la 82e minute de la partie. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, miracle au Vélodrome. Parce qu'en gros, Monaco aurait certainement mérité mieux dans cette rencontre. Parce que Monaco a eu certainement les plus grosses occasions. Mais c'est bien Marseille qui a été les plus efficaces. Et dans le football, il faut être plus efficace. Il faut marquer. Et c'est Marseille qui a réussi à marquer le seul but du match. Donc parfait bien sûr pour les Marseillais. Donc Greenwood, qui est certainement le meilleur joueur de l'OM. Et il sera certainement, s'il continue comme ça, il sera peut-être élu même meilleur joueur de Ligue 1. Parce que là actuellement c'est quand même du niveau très très haut les gars. Il est certainement Marseille est dépendant bien sûr des performances de Greenwood. Donc buteur face à l'AS Monaco. Donc ses stats cette saison, toute compétition confondue, c'est 14 buts et 4 passes D en 21 matchs. Il avait déjà marqué un doublé contre l'Union Saint-Gilloise mardi dernier en Ligue des Champions. Là, il te remet encore un but qui te permet de prendre 3 points. Voilà, c'est un joueur déterminant, décisif du côté de Marseille. Et Greenwood est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2025 avec 22 buts. En 2025, c'est depuis janvier. Voilà, si on regarde les meilleurs buteurs, c'est lui le numéro 1. Greenwood, c'est 22 buts. Après, c'est Esteban Le Paul depuis janvier en Ligue 1, c'est 17 buts inscrits. Dembélé, c'est 15 buts inscrits, vu qu'il n'a pratiquement pas marqué cette saison. Mais il a marqué beaucoup saison dernière. Et c'est depuis début 2025. Donc voilà, en tout cas, c'est Greenwood le premier. Voilà, avec 22 buts inscrits pour l'attaquant anglais. Et les meilleurs buteurs donc en championnat en 2025, on parlait en Ligue 1, c'est le numéro 1, mais si on regarde aussi par rapport aux autres championnats, il est bien classé les 4e. Donc il y a Greenwood, et après il y a les 3 mastodontes bien sûr, Haaland 25, Harry Kane 30 et Mbappé 38 depuis le début d'année en championnat. Donc Greenwood est très bien avec ses 22 buts inscrits bien sûr depuis le début d'année. Daniel Riolo tient sur l'after RMC hier à la fin du match de l'OM, il a dit l'OM est dépendant de Greenwood, un peu comme ce que j'ai dit avant que Marseille. Et s'il y a Greenwood, c'est pas du tout le même Marseille, qu'il n'aurait pas été là, peut-être Marseille aurait fait nul ou peut-être perdu le match hier. Donc voilà, Greenwood est au-dessus de la Ligue 1, oui, parce qu'actuellement il est en pleine forme, il est peut-être sa version prime parce qu'actuellement son niveau bien sûr est très élevé. Et Greenwood tient après la victoire de l'OM face à Monaco hier, il a dit l'atmosphère était folle, une victoire incroyable, donc c'est une très bonne chose de prendre les 3 points, ça a été une très bonne année pour moi, je remercie mes coéquipiers pour cela, on travaille tous ensemble pour atteindre les sommets. Voilà ce qu'il a pu dire bien sûr Mason Greenwood après ce dernier match de l'OM à domicile, parce que Marseille là jouera un match de Coupe de France, ça sera je crois Bourg-en-Bresse samedi prochain, et voilà, ça sera le dernier match de l'année de Marseille. La semaine prochaine en Coupe de France, donc là c'était le dernier match à domicile en Ligue 1, ou même tout court en Ligue 1 pour cette équipe marseillaise. Amine Gouiri, donc il n'était pas encore disponible pour le match, donc il a assisté au match moyen parce que Marseille a paralysé un gros match. Ils ont été sauvés par Greenwood, sauvés aussi par Rulli. Vous savez qu'on parlait beaucoup de Greenwood, mais Rulli, les gars, il y a eu un clean sheet parce que Rulli aussi a fait des arrêts déterminants. En tout cas, Gouiri, les gars, il a pu assister bien sûr à cette rencontre. N'oubliez pas qu'il est forfait avec l'Algérie. Il doit revenir pour le trophée des champions, qui aura lieu tout début janvier au Koweït, ce match entre Marseille et le PSG. Il devrait revenir pour ce match-là. Amine Gouiri qui était présent pour le match. Et toujours, sur cette rencontre, hier, le maillot de l'Olympique de Marseille, il y avait le sponsor Jul, le rappeur marseillais, par rapport à son dernier album TP sur TP. Et c'était sur la manche, en gros, des maillots de l'Olympique de Marseille pour le match hier contre Monaco. Et du côté de Monaco, Sébastien Pogognoli, donc lui il a réagi. Il a dit en gros que son équipe méritait beaucoup mieux. Il a dit tout d'abord il ne parlera pas d'arbitrage et je m'y tiens. Voilà, parce qu'en gros il y a eu quand même 2 buts de Monaco refusés. Après il y en a un qui est logique, mais le deuxième je crois que ça fait un peu scandale, ça fait beaucoup parler. Bon bref, il a dit il ne veut pas parler de l'arbitrage. Il a dit ce que je retiens aujourd'hui c'est qu'on a fait un très bon match, on méritait de gagner. Voilà, donc c'est Marseille qui s'est imposé. À la fin du compte, on continue les gars avec les autres résultats du week-end. On va parler du leader. Et c'est le Racing Club de Lens. C'était bien sûr le choc des extrêmes. Nice n'est pas non plus dernier. Mais Nice, si on regarde les derniers matchs, depuis 9 matchs et 9 défaites. Voilà, donc il joue contre Lens qui est en ultra forme. Et Lens s'est imposé tranquillement 2-0 face à l'OGC Nice. Hudson Edouard a inscrit le doublé.
Et ben Nice continue bien sûr cette série catastrophique de défaites d'affilée. Donc Nice compte déjà 17 défaites cette saison, 17 défaites depuis août, c'est énorme, dont 9 consécutives, toutes compétitions confondues. La série en cours, je ne vais pas tout citer, il faut voir les équipes contre qui ils ont perdu. Donc c'est également l'équipe ayant le plus de défaites en Europe, toutes compétitions confondues cette saison. Donc voilà, Nice est totalement dans la crise, comme depuis ça doit faire 2 mois quand même, depuis ce match contre le PSG, souvenez-vous, vous avez perdu à la 93e minute du match. Je crois que c'est Gonzalo Ramos qui avait marqué les 0-0 au Parc des Princes, puis depuis ils ont tout perdu. Voilà, l'OGC Nice, c'est une catastrophe et c'est vrai que c'est totalement l'inverse du côté de Lens, eux qui gagnent pratiquement tous leurs matchs. Le Racing Club de Lens signe quand même une 9e victoire sur ses 10 derniers matchs, à part la défaite contre le FC Metz, ils ont tout gagné. Nice, Nantes, Angers, Strasbourg, Monaco, le Paris FC, Marseille, ils ont tout gagné cette équipe de Lens, donc c'est pour ça que c'est pas du tout bien sûr le même état de forme entre ces deux équipes. Et du côté de Lens, les gars, ça a très bien marché la connexion. Mathieu Hudol avec Hudson-Odoi. Pourquoi pas? Parce que les 2 buts, c'est les mêmes, les gars. 2 centres de Mathieu Hudol et la tête d'Hudson-Odoi. Par exemple, au premier but, on peut avoir Hudson-Odoi. Enfin, Mathieu Hudol sur la ligne, là, il centre. Hudson-Odoi prend le ballon de la tête et ça fait but. Le deuxième but est pareil. Centre de Hudol et but de Hudson-Odoi. Et du coup, ça fait les 2 buts inscrits, bien sûr, pour l'équipe de Lens. On va parler de Florian Thauvin. Bon, hier, il a joué, il n'a pas marqué, mais en tout cas, c'est lui, les gars, qui a remporté le prix du joueur du mois en Ligue 1 le mois dernier, le mois de novembre. Et félicitations à lui, c'est déjà la 2e fois qu'il remporte ce prix. Il a remporté le prix pour le mois de septembre et il le remporte là pour le mois de novembre. Je crois qu'en août ça avait été Ilan Kebal et le mois dernier je me souviens plus trop qu'il avait remporté, mais en tout cas il a remporté comme sur les 4 premiers mois 2 fois le prix du joueur du mois. Voilà, donc félicitations bien sûr au Florian Thauvin, son 5e trophée UNFP du joueur du mois dans sa carrière pour Thauvin, donc 2 bien sûr cette saison. Et toujours tiens avec Lens, on a appris également hier que c'est officiel, le Racing Club de Lens annonce l'acquisition du stade Bollaert, leur stade en gros, parce qu'avant c'était à la mairie. Et du coup, ils ont acheté définitivement le stade. Donc Lens est le nouveau propriétaire du stade Bollaert. Donc le sang et or rejoignent le cercle fermé des clubs propriétaires de leur stade en Ligue 1, comme l'Olympique Lyonnais, le club de Lyon, c'est leur stade, c'est à eux, c'est pas la mairie. La GOCR c'est pareil, le FC Metz c'est pareil, le Racing Club de Lens c'est pareil. Sinon tous les autres stades, par exemple le stade Vélodrome, c'est la mairie de Marseille qui loue bien sûr le stade chaque année à l'Olympique de Marseille pour jouer bien sûr dedans. Le Parc des Princes c'est pareil, voilà, c'est la mairie de Paris qui a le parc. Le PSG aimerait acheter bien sûr le stade mais ils veulent pas. Donc voilà, en tout cas Lens, ça y est, ils ont acheté le stade Bollaert maintenant, c'est à eux. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue du côté du FC Metz et victoire des Parisiens 3-2. Alors de cette rencontre compliquée pour le PSG, c'était samedi 19h. Donc les buteurs Gonzalo Ramos, N'Djantou et Désiré Doué, les 3 buteurs côté parisiens. A noter que Mbaye, les gars, on peut voir qu'il n'a pas marqué mais il a réalisé un gros match. C'est lui qui a été élu homme du match, il a délivré 2 passes D lors du match. Donc merci Mbaye, le tout jeune là qui lui remettait le trophée de meilleur joueur. Il a dit merci Mbaye, puis il lui a demandé est-ce que tu peux me donner ton maillot. Il lui a donné son maillot, bien sûr. Mbaye était très très content, bien sûr, le petit de recevoir le maillot du joueur sénégalais. Et tiens, Luis Enrique, lorsqu'on lui demande si Brahim Mbaye peut aller très haut, il a dit il joue déjà au PSG, plus haut que ça, je ne connais pas. C'est que déjà, quand tu joues au Paris Saint-Germain, l'une des meilleures équipes du monde, je sais pas si tu peux aller plus haut, bien sûr, tu es déjà dans une top équipe, bien sûr, mondiale. Toujours avec Enrique, il a parlé aussi de Quentin N'Djantou, buteur, et c'est ça qu'il est sous le charme de Quentin N'Djantou. Il a dit c'est la surprise de la saison, déclare le technicien espagnol. À l'image d'un Maïlu, le Titi parisien est ultra polyvalent. N'Djantou qui peut jouer numéro 9, peut jouer sur les côtés, milieu de terrain. Initialement attaquant, N'Djantou est capable d'évoluer, comme je dis, au milieu de terrain, où il brille, bien sûr. Il a cette capacité de savoir effectuer des appels en profondeur avec et sans ballon. Il a la capacité de partir de loin de derrière, comme milieu et aussi comme attaquant. Il a une très bonne qualité, on espère beaucoup de lui. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique par rapport à Quentin N'Djantou, bien sûr, où il est sous le charme. On continue avec un match totalement fou. Oui, le match le plus fou du week-end en Ligue 1, c'est entre la GOCR et l'équipe de Lille. Regardez-moi ce résultat final, 4-3 pour Lille et surtout beaucoup de buts en fin de match. Regardez, on peut voir à partir de 60e, 66, 77, 80, 83, 86, 88. Voilà, c'est des buts. Il y a eu des buts contre son camp, il y a eu des cartons rouges. Les 2 équipes ont pris 2 rouges. Donc ça s'est fini à 9 contre 9 ce match. Regardez, c'était complètement fou cette rencontre. Et bien c'est Lille qui a réalisé la très bonne opération. Un coup la GOCR menait 2-1. Lille ensuite est revenu dans le match après, voilà.
Donc à la fin du compte, c'est bien Lille qui s'est imposé lors de cette rencontre. Et Benjamin André, tiens, buteur les gars, Benjamin André, le but du 4-3, le dernier but du match. Donc il a dit, voilà, on a l'art de se mettre des bâtons dans les roues. C'était important comptablement de venir gagner ici dans un match folklorique. On a l'art de se mettre des bâtons dans les roues. En gros, le carton rouge change beaucoup de choses, ça part dans n'importe quoi. On a su montrer une grosse force de caractère aussi. C'était une soirée pas facile, mais ça ressort avec une victoire, c'est positif. Voilà ce qu'il a pu dire le capitaine en gros de Lille par rapport à cette victoire du côté de la GOCR. Les autres résultats du week-end, tiens, Toulouse jouait du côté du stade Jean-Bouin à Paris. C'était samedi soir et Toulouse a mis 3-0 Paris FC. Paris FC ça va pas fort actuellement. Donc voici les les deux buteurs. Egbo a marqué le doublé à côté toulousain et Ilan Kebal, donc joueur du Paris FC. Donc lui il a dit samedi soir à la fin du match, on est très limité, on joue avec la peur, il y en a marre de perdre des matchs comme ça. Voilà, actuellement le Paris FC 14e. Il y a le mercato qui arrive, on sait que le Paris FC est quand même une équipe qui a des sacrés moyens. On pense qu'ils vont investir là parce que ils veulent surtout pas retourner en Ligue 2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils veulent se maintenir bien sûr en Ligue 1. On pense qu'ils pourraient faire venir quelques renforts là pour essayer de maintenir bien sûr cette équipe en première division. Le Stade Rennais contre le Stade Brestois, c'était également samedi je crois ce match. Bon bref, Rennes s'est imposé 3-1. Le Pôle Tamari et Meïté ont été les trois buteurs contre un but de Baldé. Brest mène à 0, mais c'est bien Rennes qui s'est imposé 3-1. L'Olympique Lyonnais s'est imposé difficilement contre le Havre grâce à Sulk. Buteur à la 52e minute de jeu. Bon, ça suffit bien sûr pour Lyon pour prendre 3 nouveaux points. Strasbourg contre Lorient 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre. Tous les autres résultats, on a parlé de tous les matchs bien sûr. Le Angers-Nantes, le derby, on avait parlé samedi que vendredi soir Angers s'est imposé 4-1 contre le FC Nantes. Et le classement, voilà c'est le dernier classement de cette année 2025 parce que maintenant, prochaine journée de Ligue 1, ça sera début 2026. Donc c'est Lens les gars qui est champion d'automne. Champion d'automne, c'est-à-dire que t'es premier avant, fin d'année on va dire, mais le plus important c'est d'être premier au mois de mai bien sûr, lors de la 34e et dernière journée. Bon, Lens un point de plus sur le PSG, c'est vrai que ça va par paquet de 2, donc Lens-Paris il y a un point d'écart, après Marseille-Lille les gars on descend de quelques points, 32-32, et après on descend à 27-27 pour Lyon et Rennes, puis après on est à 23-23 même pour 3 équipes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 2 équipes à chaque fois avec pratiquement le même nombre de points. Et après, il y a des creux de 4-5 points à chaque fois. Voilà, concernant cette Ligue 1. Donc actuellement, Metz, Nantes et la GOCR sont 3 dernières places, bien sûr. Donc on est à la moitié de la saison, on va dire. De cette Ligue 1. Rapidement du côté de la Ligue 2, c'était également la dernière journée, enfin sur cette année bien sûr 2025. Donc on a déjà parlé de ces matchs-là samedi, les matchs de vendredi soir. Donc samedi, donc il y a eu Red Star Reims 0-0, Grenoble-Montpellier 1 partout et Saint-Étienne-Bastia 2 partout. Que des matchs nuls. Donc ce soir il y a un Boulogne-sur-Mer 3, donc 3 peut réaliser la bonne opération vu qu'il y a quand même quelques nuls par rapport aux grosses équipes comme Reims ou même Saint-Etienne. Donc le classement, donc 3, tiens, en cas de victoire ce soir des Troyens du côté de Boulogne-sur-Mer, il pourrait prendre 5 points d'avance sur l'équipe de Saint-Etienne. C'est le Mans qui a réalisé la bonne opération quand même, qui sont actuellement 3e. Les Manceaux actuellement, n'oubliez pas, promus en Ligue 2. On bascule maintenant en Première Ligue. Il y avait également bien sûr une grosse journée, donc c'était pas la dernière journée. N'oubliez pas qu'il y aura le Boxing Day du côté de l'Angleterre, comme ça se fait chaque année. Et en tout cas, on commence avec Arsenal, c'était le choc des extrêmes. Le premier contre le dernier. Wolverhampton c'était 2 points, c'était 2 nuls et que des défaites. Arsenal a eu beaucoup de victoires et Arsenal s'est imposé mais dans la douleur, vraiment très difficilement. Donc les 2 buts ont été inscrits en plus contre son camp. Voilà. Pour Arsenal, 2 buteurs, ça a été des joueurs de Wolverhampton contre son camp. 70e, donc ils menaient à 0 Arsenal. Ils ont attendu 70 minutes pour marquer le premier but, plus un but contre son camp. Et surtout Wolverhampton a égalisé à la 90e minute du jeu. Enfin, du match, il y a un partout, on s'est dit tiens, Wolverhampton va prendre un point. Ils ont pris seulement 2 points depuis 15 matchs. Ils vont prendre un contre le leader Arsenal, mais non les gars, parce que Mosquera a marqué tout simplement en toute fin de match. Et du coup, voilà, en 94e, et du coup Arsenal prend 3 points très importants, mais ça s'est joué à rien, bien sûr, pour les Gunners. C'est du coup Wolverhampton, du coup enchaîne une nouvelle défaite. On parlait tout à l'heure de Nice, 9 défaites d'affilée, ils sont à 10 défaites d'affilée. L'équipe de Wolverhampton, scénario cruel tout de même pour Wolverhampton qui avait fêté le but de l'égalisation à la 90e avant de reprendre un but 4 minutes après de perdre le match. Manchester City est juste derrière Arsenal, c'est pour ça qu'Arsenal c'est important de gagner parce que si ils n'auraient pas gagné, ils auraient fait nul, City serait venu au même nombre de points qu'eux parce que City ça marche bien, ils jouent à Palace et 3-0 pour Manchester City. Donc Haaland doublé et un but de Phil Foden. Voilà, donc festival bien sûr côté City et Erling Haaland a marqué son 35e et 36e but de la saison.
Nous sommes mois de décembre, il est déjà 36 buts, c'est fou ce qu'il réalise bien sûr. L'attaquant norvégien, mais bon maintenant voilà, on n'est même plus choqué par rapport à ses performances, par rapport à ses buts marqués. On peut parler aussi de Phil Foden les gars, Phil Foden, saison dernière ça a été une catastrophe, il y a 2 ans il a été élu meilleur joueur de PL, mais en tout cas là cette saison il revient fort. Regardez les gars, buteur face à Palace sur ses 4 derniers matchs, voilà Palace bon un but, le match avant buteur passeur D et avant il a marqué 2 doublés, un contre Fulham, un contre Leeds. Voilà, donc Phil Foden retrouve son niveau prime et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour Manchester City. Guardiola sur le match de Phil Foden, il a dit il a perdu beaucoup de ballons, il a été trop pressé dans chacune de ses actions. Phil doit jouer avec plus de tempo, plus de calme, garder le ballon, faire circuler et au bon moment changer de rythme, au bon moment provoquer l'explosion. Mais au final on le dit souvent, il est tellement jeune, il a encore une grosse marge de progression, il écoute et malgré tout il réalise une saison incroyable, c'est vrai, malgré que voilà, il a perdu quand même beaucoup de ballons tout ça, à la fin du compte il est quand même buteur, il a quand même marqué, parce qu'un peut louper, faire un match totalement catastrophique, mais à la fin, s'il marque 1 ou 2 buts et fait gagner son équipe, il peut même être élu meilleur joueur du match, homme du match, alors qu'il a loupé totalement son match. Mais s'il marque, il est décisif. Donc voilà, en gros, ce qu'a pu dire Guardiola sur Phil Foden. Et concernant Cherki passe sur D les gars. 6e passe D les gars pour 6 titularisations, c'est pas mal. Une passe D pour Phil Foden voilà, lors du match. Et Pep Guardiola tient sur Ryan Cherki dans le dernier tiers du terrain. Il a une vision si particulière, il sait garder le ballon. Voilà, c'est un top player, on le sait. Ryan Cherki, ils sont très contents de la recruter. Ils ont fait un très gros coup comme l'équipe de City d'avoir recruté Ryan Cherki. Et à noter les gars que le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, était présent voilà, pour suivre cette rencontre parce que bientôt, mais voilà, dans 5-6 mois, les gars, il dévoilera sa liste, bien sûr, pour la sélection anglaise, pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, là, il y a pas mal de joueurs à superviser lors de ce Crystal Palace Manchester City. On continue avec les 3e du classement. On a parlé d'Arsenal 1er, City 2e, 3e, c'est Aston Villa. Ils continuent à gagner. Aston Villa, ils ont gagné la semaine dernière contre Arsenal 2-1. Et bien là, cette fois-ci, ils ont gagné 3-2 du côté de West Ham. On peut voir les buteurs. Fernandez, c'était un buteur au bout, c'est marqué 1 minute, mais au bout de 20 secondes de jeu, c'est vrai que le record a été battu 2 fois. Par tout à l'heure, Hugo Ekitike, il a marqué au bout de 40 secondes de jeu. C'était le but le plus rapide Première Ligue samedi. Et quelques heures après, c'est le buteur là, de West Ham qui a battu le record au bout de 23 secondes de jeu, je crois qu'il a marqué. Donc bref, ils ont quand même perdu le match, l'équipe de West Ham. Et victoire 3-2 avec un doublé de Morgan Rogers, un côté. Aston Villa, comme je dis, il y a des équipes où ça va pas, comme Wolverhampton United, il y a des équipes où ça va bien, comme Lens par exemple, ou Aston Villa, 9 victoires d'affilée pour Aston Villa. Ça enchaîne les victoires bien sûr pour cette équipe qui est actuellement bien sûr 3e de Première Ligue. Chelsea, les 4e, jouaient contre Everton et victoire 2-0 de Chelsea, ça va leur faire du bien. Cole Palmer et Malo Gusto ont été les 2 buteurs du match, et gros match de Malo Gusto. J'ai pas vu qui a été élu du match, mais c'est certainement lui, il a été décisif sur les 2 buts. Il a marqué, il a fait une passe D sur le but de Cole Palmer. Son premier but pour Cole Palmer, les gars, depuis son retour de blessure, où il s'était blessé quasiment pendant 1 mois et demi, on l'a pas vu jouer. Il n'a toujours pas remarqué depuis, c'est son premier but à Cole Palmer, voilà, sur une passe D, comme j'ai dit, de Gusto. Liverpool contre Brighton, 2-0 pour Liverpool. Hugo Ekitike a inscrit le doublé, comme je dis, au bout d'une minute de jeu, c'était 40 secondes, c'était le record, puis il a été battu, comme je dis, par Fernandez, après le joueur de West Ham. Mais en tout cas, Liverpool ne perd plus, ça fait 5 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu, alors qu'ils étaient dans une spirale où ils enchaînaient beaucoup de mauvais résultats. Les 5 derniers matchs, victoire contre Brighton, et la victoire contre l'Inter, quelques jours en Ligue des Champions. Bon, il y avait le nul, on se souvient contre Leeds où ils menaient comme 2-0, c'était comme c'était considéré comme une défaite, mais ça reste comme un match nul. Sunderland nul et victoire contre West Ham. Donc 5 matchs, 3 victoires de nul. Plus de défaite pour Liverpool qui va beaucoup mieux. On a l'impression qu'ils sortent là de la crise. Et concernant Salah, un joueur qu'on parle beaucoup, donc il a commencé déjà, il était dans le groupe. On savait qu'il était de retour dans le groupe, lui qui n'avait pas joué contre l'Inter. A noter qu'il a commencé sur le banc. Voilà, de nouveau, Ancelotti l'a mis sur le banc, mais il est rentré très tôt dans le jeu. Pourquoi? Il est rentré à la 25e parce qu'en gros, Joe Gomez s'est blessé. Et du coup, ça a tourné. Voilà, il a pu avoir du temps de jeu, bien sûr. Donc il a été applaudi et ovationné. On ne sait pas, voilà, s'il a été applaudi ou sifflé par rapport aux propos qu'il a pu faire dernièrement. Donc il a été applaudi, bien sûr, le public, le public de Liverpool, le soutiennent, ils veulent bien sûr qu'il reste. Et ça là les gars, donc passeur D, il a fait une passe D pour l'un des buts de Hugo Ekitike. Ça va lui faire beaucoup de bien sûr au joueur égyptien. Et interrogé sur l'avenir de Mohamed Salah, Ancelotti, donc le coach n'a pas caché son souhait de le voir continuer l'aventure à Liverpool. Il a dit à nous de nous débrouiller en son absence. J'ai envie qu'il revienne ici après la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Il n'y a pas de problème à résoudre. J'espère qu'il va faire du très bon boulot dans cette compétition, voilà, avec l'Égypte, et qu'il revienne à 100% et concentré à 100% avec l'équipe de Liverpool.
Donc voilà, Slot le veut bien sûr, il ne veut pas qu'il parte en janvier. Et Konaté, tiens, sur Salah, il a dit, il faut comprendre la frustration parfois, bien sûr, c'est un joueur que tout le monde aime, que le coach aime. Voilà, donc lui aussi, Konaté, il aimerait bien sûr que Salah reste. Pour l'instant, c'est toujours pas, même malgré qu'il a pu jouer, n'oubliez pas qu'il a recommencé de nouveau sur le banc, on verra ce qu'il fera. Le mercato, qui arrive dans à peu près 2 semaines, le mercato hivernal. Et en parlant d'Hugo Ekitike, parce que c'est lui quand même qui a inscrit les 2 buts du côté des Reds, on pensait beaucoup à Isaac, qui avait marqué beaucoup cette saison, recrue la plus chère, mais c'est bien Hugo Ekitike, qui a été recruté aussi très cher, mais moins cher que Wirtz ou par exemple Isaac, où les deux ont beaucoup de mal. En tout cas, lui, il performe. Doublé contre Brighton et doublé contre Leeds aussi. Vous avez fait 3 partout, l'équipe de Liverpool. On va parler de Tottenham qui joue Nottingham Forest et grosse défaite. Tottenham à 3-0. De toute façon, Tottenham, on sait que c'est trop une équipe irrégulière. Ça fait 10 ans que c'est tout, même 15 ans que c'est toujours pareil. Ils peuvent battre n'importe qui. Ils ont battu quand même cette saison Manchester City, par exemple. Un City, puis voilà, ils en prennent 3. À Nottingham Forest, donc Hudson-Odoi et Sangaré ont été les 2 buteurs du match. Sunderland contre Newcastle, c'est un derby. Voilà. Woltemed a été buteur, mais le problème, les gars, c'est que Woltemed, c'est l'attaquant de Newcastle, mais il a marqué contre son camp. Buteur contre son camp, les gars, 46e. Et c'est le seul but du match, et du coup, victoire de Sunderland. Face aux visiteurs. Regardez, vu que c'était le derby, les gars, pour les chambres, ils n'ont même pas mis les cuissons, parce qu'ils peuvent le mettre, les cuissons de Newcastle. Ils ont mis donc le cuisson de Sunderland et Visitor, parce que je n'ai pas voulu mettre les cuissons de Newcastle, parce que les deux clubs, les gars, se chantent bien sûr, vu que c'est un derby entre ces 2 équipes-là. Les autres résultats du week-end, par exemple, pour prendre qui, Fulham s'est imposé 3-2 du côté de Burnley. Il y a qui d'autre que j'ai pas parlé, Brentford contre Leeds, ça a fini à 1 partout. Sinon, je parlais de tous les autres matchs. Donc ce soir, il reste une rencontre, Manchester United contre Bournemouth, ce soir 21h. On parlera bien sûr demain du résultat et le classement. Donc Arsenal 36 points, 34 points pour Manchester City et Aston Villa 33 points. Voilà, ça se joue en 3 points d'écart entre les 3 premiers. Après, il y a un petit creux comme de 5 points avec Chelsea 28. Palace 26, avec Liverpool aussi qui revient fort, et Manchester 25. Ce soir, Manchester qui joue. S'ils gagnent, donc ils auront donc la Manchester 28, ils seront derrière Chelsea, parce qu'ils auront moins une bonne différence de but. Ils peuvent monter à la 5e place, Manchester, en cas de victoire. Il faut gagner après pour les Reds des Villes. Voilà ce qu'il y a à dire pour la première ligue. On bascule maintenant sur la Liga, et on commence avec le Real Madrid qui joue hier du côté d'Alaves. Donc, c'est une victoire. Il fallait absolument gagner, surtout par rapport aux 2 derniers matchs qui ont été 2 défaites. Le Real Madrid gagne. Donc Mbappé et Rodrigo ont été buteurs contre un but de Vincente. A noté que le Real Madrid menait 1-0. Ils se sont fait égaliser avant que Rodrigo réagisse juste après le but de Alaves. Donc l'homme du match, c'est Mbappé. Bon, c'est un habitué, les gars. C'est quand même la 12e fois cette saison, peut-être en 20 matchs du Real Madrid, qu'il est élu homme du match. Incroyable, bien sûr. Kylian Mbappé qui est l'homme fort du côté du Real, bien évidemment. Et Mbappé buteur sur la pelouse d'Alaves. Donc ses stats cette saison, club plus sélection, donc équipe de France à 26 matchs, 32 buts et 8 passes D. Tout à l'heure on parlait d'Erling Haaland, je crois qu'il est à 36, donc Mbappé est à 32. C'est aussi énorme, bien sûr, les stats de Kylian. Donc buteur Mbappé, n'oubliez pas qu'il n'avait pas joué contre la semaine dernière en Ligue des Champions, parce qu'il était à Côte City, il était blessé. En tout cas, il a pu tenir sa place, bien sûr, Kylian Mbappé. Et c'est vrai que c'était son 70e but au Real depuis son arrivée. C'est pas mal, surtout en 81 matchs, 70 buts et 9 passes D, 79 fois décisif en 81 matchs. Kylian Mbappé depuis son arrivée, il y a plus d'1 an et demi, du côté du Real Madrid. Et les meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année civile, donc Mbappé est très bien classé. Il est actuellement 3e, les gars. Il y a du CR7. Ronaldo, les autres 4 autres, c'est Ronaldo. On peut voir chaque année 2015, 2014, 2012, 2013 de Ronaldo. Et Mbappé est à 2025, 56 buts. N'oubliez pas qu'il reste 2 matchs. Il reste le match de Coupe du Roi, ça sera après-demain. Après ce qu'il jouera, il pourrait peut-être faire tourner à Xabi Alonso, vu que c'est un match contre une D3 espagnole. Puis il y a le match contre Séville, le match samedi ou dimanche prochain, je crois que c'est dimanche prochain. Dernier match de Liga. Donc Mbappé, en gros, s'il marque 4 buts, enfin 3 pour égaler CR7 et 4, il sera à 60 buts. Il serait le meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile. Voilà. Donc Mbappé, il y a peut-être des records à aller chercher. Ce serait bien aussi qu'il joue contre l'équipe de Détroit. Là, s'il joue, les gars, il peut marquer beaucoup de buts contre une équipe, on va dire, considérée semi-pro. En tout cas, il nous réalise une saison exceptionnelle, Kylian. On continue toujours sur ce match. On va parler du penalty pas sifflé. Ça aurait pu faire un péno quand même. Et certainement peut-être un but pour Kylian Mbappé. Parce qu'en gros, il y a totalement faute du joueur de Alaves sur Vini Junior. Et donc il le touche. Il y a contact et Vini, il fait peut-être un pas. Puis après, il se laisse tomber. Il aurait peut-être dû tomber direct là. Là, il est touché, là il tombe direct et du coup il a refait un appui avec son autre jambe. Puis du coup après il s'est jeté et du coup peut-être l'arbitre s'est dit il simule tout ça. Voilà. Donc du coup pas de penalty, mais
Il aurait pu avoir pénalty. Et Xabi Alonso tient sur le pénalty non sifflé de Vini Junior. Donc cela dit, nous ne sommes pas surpris, pas du tout. Le pénalty contre Vini était flagrant. Ce qui m'a choqué, c'est que l'arbitre n'ait même pas consulté la VAR. Cela dit, nous ne sommes pas surpris par les arbitres en Liga, où on sait qu'il y a souvent des polémiques avec le Real Madrid. On va parler de Jude Bellingham qui félicite Rodrigo. C'est qu'on a parlé de Mbappé par exemple, mais Rodrigo, les gars, titulaire lors du dernier match, titulaire aussi là, match hier, et 2 buts sur ces 2 derniers matchs, on se souvient, il était sur 32 matchs d'affilée sans marquer, là, les 2 derniers matchs, il marque à chaque fois. Alors, ça va beaucoup mieux, et Bellingham, il a dit, mon gars, Rodrigo est de retour, et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real. Parce que déjà quand tu le fais jouer titulaire bien sûr Rodrigo, donc il est plus en confiance et bien sûr il remet des buts, tant mieux pour lui. On continue cette fois-ci avec le Barça qui jouait, c'était samedi à 18h30 à domicile contre l'équipe d'Osasuna, et le FC Barcelone s'est imposé 2-0 grâce à Rafinha, 2 buts 70e et 86e minute du match, donc parfait bien sûr pour le FC Barcelone. À noter que Lamine Yamal a reçu son trophée du joueur du mois de novembre, voilà, donc félicitations à Lamine qui a remporté ce prix, qui a pu le présenter aux supporters du Barça. Et à noter que lors de ce match, Pedri a fait une passe D. Et Pedri, ces 3 derniers matchs, les gars, il a délivré comme 4 passes décisives. Une contre Osasuna, 2 contre le Betis et une contre l'Atlético. C'est la première fois de sa carrière que le milieu espagnol délivre au moins une passe D lors de 3 matchs de Liga d'affilée, on va dire. Donc les 3 derniers matchs, à chaque fois il a délivré au moins une passe décisive. L'Atlético de Madrid face au FC Valence, on parle bien sûr des gros clubs espagnols. Et l'Atlético s'est imposé 2-1. Voilà, grâce à Koke, Griezmann, les gars, buteur Griezmann, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc parfait bien sûr pour les Colchoneros. Les autres résultats, à noter que Villarreal aussi très bien classé. Il devait jouer à Levante, donc le match a été reporté une date ultérieure. Il y a eu beaucoup de pluie. Un terrain praticable, sinon il n'a pas pu être joué. Donc Séville, les gars, s'est imposé 4-0, l'Espagnol s'est imposé 1-0. Tiens, on va juste parler de 2 équipes, je les cherche, la Real Sociedad et le Real Oviedo. Donc les deux ont perdu, Real Sociedad a perdu 2-1 et Real Oviedo a perdu 4-0 parce que les entraîneurs, c'est fini. Donc tout d'abord officiel, la Real Sociedad annonce le licenciement de Sergio Francisco. Il n'est plus l'entraîneur de la Real Sociedad. Après la défaite 2-1 là, ce week-end, il a été licencié. Et pareil pour l'entraîneur du Real Oviedo, équipe promue comme cette saison, ils ont perdu 4-0 à Séville. Et du coup l'entraîneur, c'est fini. Le Real Oviedo licencie son entraîneur Luis Carrion. Donc des nouveaux coachs vont débarquer dans ces 2 équipes, parce que les équipes ne sont pas bien classées. Real Oviedo 19e et la Real Sociedad 15e de ce championnat espagnol, toujours dominé par le Barça, le Real 2e et Villarreal 3e. À noter que Villarreal a 15 matchs, 2 matchs de retard par rapport aux autres. Donc s'ils gagnent Villarreal leurs 2 matchs par exemple, ils seront à 38 et même 41. Ils peuvent même passer potentiellement devant le Real Madrid, Villarreal. Voilà, ils ont 41, ils seront à 2 points du Barça s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard. Cette équipe bien sûr de Villarreal. On continue cette fois-ci avec le championnat italien et on commence avec le leader, l'Inter Milan, qui jouait du côté du Génois, je crois. Et victoire 2-1 de l'Inter, voilà, avec un but de Martinez et un but de Jan Bissek. Contre un but de Vitinha, ancien attaquant de l'OM qui a été buteur du côté du Génois. Donc c'est surtout l'Inter qui réalise la bonne opération et surtout que les autres gros n'ont pas gagné. L'Inter s'est imposé, le voisin de l'AC Milan a fait 2 partout contre Sassuolo. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Inter vu que l'AC Milan qui était leader avant la journée et du coup ils prennent qu'un point à domicile. Naples aussi qui était 3e, ils ont perdu à Udinese 1-0, le Napoli. Bon, la Juve qui était loin au classement, ils sont imposés 1-0 du côté de Bologne avec un but de Cabal à la 64e minute du match. Et sinon les autres résultats, par exemple l'Atalanta s'est imposé 2-1 et ce soir l'AS Roma joue contre Como. Como ce soir à 20h45 et le classement, donc l'Inter est la seule équipe pour l'instant à s'être imposée. Le Milan n'a pas gagné, Naples a perdu, l'AS Roma qui joue ce soir, donc l'AS Roma peut revenir à 30 points, revenir à 30 points et revenir à 3 points de l'Inter en cas de victoire. Donc voilà, concernant ce classement de Serie A, à noter qu'il y a la Fiorentina pour les chercher, juste pour qu'on parle d'eux, parce qu'ils sont où ceux-là. Ils ont perdu 2-1 contre Las Vérone et la Fiorentina dernière. 20e les gars, 0 victoire pour la Fiorentina. Pourtant en Europa Conference League, je crois ils sont bien classés. Voilà, ils ont quand même gagné quelques matchs, mais en Serie A les gars, 15 matchs, toujours pas la moindre victoire, 0 victoire. Voilà, c'est une catastrophe, ils ont fait 6 nuls, mais surtout 9 défaites. On continue cette fois-ci du côté de l'Allemagne et on commence avec le Bayern Munich et une grosse surprise accrochée. Le Bayern à domicile face à Mayence, 2 partout. Et en plus, ils ont égalisé en toute fin de match. Il y avait 2-1 pour Mayence à la 86e avant qu'Harry Kane égalise sur penalty. Voilà. Pourtant, ils menaient à 0 quand même. Lennart a été buteur. Mais après, voilà, c'était difficile pour le Bayern. Du coup, ils ont pris un point. Il notait que le Bayern, avec ses 2 nouveaux buts, le Bayern Munich est la première équipe de l'histoire de la Bundesliga à atteindre la barre déjà des 50 buts inscrits
dès la 14e journée. Ils sont déjà à 50 buts inscrits au bout de 14 matchs et c'est du jamais vu dans l'histoire du championnat allemand. Les autres résultats, Dortmund a été accroché du côté de Fribourg, un partout. A noter que Jude Bellingham, le petit frère de Jude, a reçu rouge dans le match, ce qui a pénalisé bien sûr de son équipe parce qu'ils ont pris un but quand ils ont joué à 10 contre 11. Leverkusen s'est imposé 2-0 face à l'équipe de Cologne avec un magnifique but de Terrier et un coup du Scorpion pour l'ancien joueur de Rennes et un but de Robert Andrich. Les autres résultats du côté du championnat allemand avec par exemple Stuttgart qui s'est imposé 4-0 du côté du Werder ou par exemple Wolfsburg qui s'est imposé 3-1 du côté de Gladbach. Et le classement, donc le Bayern, voilà comme j'ai dit, donc premier, regardez, un Bayern 51 buts marqués au bout de 14 matchs, c'est un rouleau compresseur bien sûr, seulement 11 buts concédés, donc le Bayern malgré le match nul est toujours très bien, enfin il est toujours très loin bien sûr devant bien sûr dans ce championnat. Donc Leipzig 2e et Dortmund 3e et Leverkusen, les 4 plus grosses équipes sont 4 premières places du côté du championnat allemand. On continue rapidement avec les autres championnats. Au Portugal, les gars, les résultats, le Sporting a posé un 6-0. Par exemple, le Benfica s'est imposé 4-0, dont un triplé, les gars, de l'attaquant grec, Pavlidis. Un joueur qu'on parle peu, mais voilà, triplé pour lui. L'attaquant du Benfica, le meilleur buteur de la Liga portugaise, avec 13 buts en 14 matchs, voilà, dont un triplé hier lors de cette victoire 4-0. Et notez que le leader Porto joue ce soir, Porto contre Estrela Amadora. On parlera du résultat, bien sûr, demain. Et le classement, donc Porto, même sans jouer, est toujours en tête. Voilà, bon, Sporting et le Benfica, ils ont gagné, sont revenus un peu sur Porto, mais Porto peut reprendre des points d'avance soir en cas de victoire en Liga portugaise. Du côté du championnat néerlandais, les résultats, l'Ajax, ça a mieux, ils ont gagné en Ligue des Champions il y a quelques jours et ils ont gagné contre le Feyenoord Rotterdam 2-0, l'Ajax Amsterdam, c'est dans une bonne période on va dire. Le PSV s'est imposé 4-3 face à Héraclès. On va parler d'un match les gars, c'est NAC Breda contre Utrecht à partout. Ok, mais côté Utrecht, vous savez, il y a Sébastien Haller qui joue là-bas, il gros coup dur. Pourquoi? Quelques jours de la CAN les gars, et parce qu'il est sorti sur blessure. Voilà, très mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Sébastien Haller est sorti sur blessure face à NAC Breda. Il est très incertain pour la CAN parce que c'est une blessure musculaire et musculaire. C'est pas bon, musculaire, ça prend des semaines, voilà, tout à revenir. Donc, Ron Jones doute de la présence de Haller à la CAN. Je pense pas qu'il ira à la CAN. En gros, une blessure aux ischio-jambiers, une blessure qu'on voit régulièrement pour les footballeurs. Peut-être une pointe derrière la cuisse. Il a dit elle dure en moyenne 6 semaines. Donc à ce moment-là, dans 6 semaines, le tournoi sera terminé. Ce n'est pas bon signe pour Sébastien Haller qui pourrait du coup être forfait pour la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, le classement pour revenir sur le championnat néerlandais, le PSV est en tête devant le Feyenoord et l'Ajax Amsterdam à la 3e position. Du côté du championnat turc, les résultats du week-end. Donc le Galatasaray, je les cherche, ils ont gagné 4-1 du côté de Antalyaspor. À noter que le Fenerbahçe joue ce soir parce que le Fener est au même niveau que on va faire comme ça, voilà, pour que ça fasse le focus, c'est un peu flou. Bon bref, voilà, nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr les informations. Donc le Fenerbahçe 3e, Trabzonspor 2e et le Gala 1er, voilà, c'est revenu. On va parler aussi de la Coupe intercontinentale parce qu'il y avait la demi-finale qui s'est jouée samedi entre Flamengo, vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, la Copa Libertadores, contre Pyramide FC, vainqueur de la Ligue des Champions africaine, et c'est Flamengo qui s'est imposé 2-0, c'est au Qatar ce match, et du coup Flamengo se qualifie pour la finale et affrontera du coup le vainqueur de la Ligue des Champions européenne qui est bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc mercredi après-demain, PSG Flamengo pour remporter bien sûr cette coupe intercontinentale. On verra qui remportera bien sûr ce magnifique trophée. Et Luis Enrique qui juge Flamengo avant la finale, il a dit on va jouer une des meilleures équipes du monde, on connaît toutes leurs qualités puisqu'on les a vu jouer cet été à la Coupe du Monde des clubs où ils étaient très performants bien sûr. Donc ça sera très difficile, je joue très bien en foot. Au de l'expérience, la dernière fois que j'ai participé à ce match, il y a eu beaucoup de différences. Là ça sera différent, on va jouer une des meilleures équipes du monde, ça sera difficile mais c'est une motivation car c'est une opportunité pour le PSG d'aller chercher un nouveau trophée. C'est peut-être potentiellement le dernier trophée pour le PSG, oui, pour cette année, parce qu'après il n'y a plus que 2 matchs, l'autre ce sera un 32e de finale de Coupe de France. Donc voilà, pour Enrique, il sait que ça sera un gros morceau, l'équipe de Flamengo. Il a noté le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce déplacement au Qatar pour aller jouer contre Flamengo. Donc c'est simple, tout le monde est là sauf Hakimi bien sûr qui a l'objectif en plus de jouer la CAN qui commence. Donc là, dans 6 jours, dimanche prochain, sinon, Dembélé et Marquinhos sont bien de retour dans le groupe, c'est tout le monde. Tout le monde est présent, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Donc l'équipe est bien arrivée hier, du côté de Doha, où se déroulera bien sûr le match mercredi, je crois que c'est à 18h, mais il faudra que je regarde l'horaire vraiment pour être sûr, mais on en reparlera de ce match, vu qu'il a lieu là dans 3 jours. Et voilà, concernant cette rencontre, et côté Flamengo, attention les gars, c'est une équipe quand même redoutable,
Philippe Luis, les gars, entraîneurs comme de cette équipe. Samuel Lino, les gars, donc il est prêté par l'Atlético de Madrid, très bon joueur. Jorginho, troisième au Ballon d'Or 2021, joue là-bas Flamengo. Arrascata, donc double buteur en quart, double passeur en demi-finale. Un joueur très bon. Emerson Royal, il est prêté par l'AC Milan, il joue là-bas. Danilo, passé par le Real Madrid et City. Il joue là-bas, il était buteur lors de la 2000 là, contre les Pyramides. Il a même été buteur, je crois, lors de la finale de la Copa Libertadores qui s'est jouée il y a quelques semaines. Alexandro, passé par Porto et la Juve, ou Alisson Niguez, prêté par l'Atlético. Ils ont des très bons joueurs, cette équipe de Flamengo qui a remporté le championnat brésilien et la Ligue des champions sud-américaine. Voilà, donc c'est une très grosse affiche bien sûr pour l'équipe parisienne. Et on finit, tiens, c'est juste une info, juste avec Philippe Luis, le coach voilà, de Flamengo, qui parle du PSG. Il a dit, le PSG, la meilleure équipe du monde, ils l'ont prouvé en remportant la Ligue des champions européenne. Ils participent à ce tournoi parce qu'ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l'humilité du monde, on va essayer de gagner et d'entrer dans l'histoire. Luis Enrique a créé une équipe formidable, c'est son équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c'est extrêmement dur et je l'admire énormément. Sur le terrain, on est des différents. J'ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, quand Enrique était l'entraîneur bien sûr du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, je vois tout ce qu'il a accompli. Quand je vois ça, je l'admire encore plus qu'avant. Je suis certain qu'on va devoir apprendre à souffrir. On va courir après le ballon lors de ce match contre Paris. Son équipe est impressionnante et j'attends de le saluer avant le match. Notre seule chance de gagner, c'est de sortir le match parfait. Voilà, comme l'humilité, plein discours, plein d'admiration de Philippe Luis sur le PSG de Luis Enrique, bien sûr, avant ce match qui aura lieu, comme j'ai dit, mercredi. Donc voilà les gars, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.